Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Les candidats au BEPC session de juin 2026 sont désormais fixés. Les résultats de l'examen sont tombés ce matin. Le taux de réussite au plan national avoisine 65%. À suivre la délibération. Aujourd'hui, 3 juillet, journée mondiale sans sac plastique, focus sur cette initiative du ministère des Sports. À travers le projet éco-supporterisme, des compétitions scolaires servent de canal de lutte contre les déchets plastiques. Les enseignants et encadrants sportifs sont en formation pour la phase pilote. Et puis, elle a tapé de milliers de tests avant l'arrivée de l'ordinateur. Et malgré le numérique, la machine à écrire résiste toujours et est dédiée à certaines saisies bien spécifiques. Rencontre avec un mécanographe qui refuse de la laisser s'éteindre dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. 64,14%, c'est le taux de réussite à l'examen du BEPC, session de juin 2026 au plan national. La délibération a eu lieu ce matin au ministère de l'Enseignement secondaire. Suivons l'intégralité de la proclamation du directeur des examens et concours par intérim au micro de Pedro Mensangbewa et Belvida Atali. Le taux de réussite d'admissibilité de l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2026, se présente comme suit. À Libori, le taux d'admissibilité est de 62,71%. À Takora, 79,10%. Atlantique, 62,02%. Borgou, 68,37%. Colline, 59,52%. Koufo, 61,04%. Donga, 76,50%. Littoral, 61,22%. Mono, 69,70%. Ouémé, 56,12%. Plateau, 74,88%. Zou, 73,66%. Pour ce qui est du pourcentage au plan national, les inscrits sur le plan national, nous avons 130 253 inscrits. Sont présents 129 462. Les candidats admissibles sont 83 037 et le taux d'admissibilité sur le plan national est de 64,14%. Nous avons eu aussi la session de remplacement dont les candidats inscrits sont au nombre de 49, étaient présents, ils sont 43, admissibles 26, et le taux d'admissibilité pour la session de remplacement est de 60,47%. Les résultats peuvent être consultés sur la plateforme e-résultats pour ce qui est de la suite, en l'occurrence les épreuves orales et sportives. Elles sont programmées pour les lundis 6 et mardi 7 juillet 2026. Et à mesure que les résultats des examens sont publiés, l'attente laisse place au verdict. Entre satisfaction pour certains et déception pour d'autres, cette période peut être source de fortes émotions. Comment gérer un résultat, surtout lorsqu'il n'est pas celui espéré? Un psychologue clinicien en parle au micro de Christelle Tongodo. L'investissement dans le développement psycho-affectif d'un homme, l'investissement dans l'éducation d'une personne, dans son instruction, dans la formation n'est jamais un gaspillage. Il y a toujours un bénéfice à tirer. On ne doit pas voir
le résultat tout de suite. C'est vrai que l'être humain, parfois, est caractérisé par la théorie de l'immédiateté. On veut tout ici et maintenant. Mais la vie n'est pas codée comme ça. La personne qui a été candidate à un examen a des enseignements à tirer. Si le résultat a été concluant, la personne se dit, mais ce que j'ai fait est donc bon, je peux le pérenniser. Et si le résultat n'a pas été concluant, la personne réoriente, elle tire les enseignements, elle donne une autre orientation et ça lui permet d'aborder les autres étapes de la vie. Donc, ce n'est jamais un gaspillage, c'est toujours un investissement producteur. La personne qui a composé, qui a fourni tous les efforts, qui est restée dans la salle, révisée, composée, s'attend elle aussi à un résultat. Si ce n'est pas le cas, lui-même est déjà entamé sur le plan mental. Et parfois, on est déjà à un niveau donné dans son seuil de vulnérabilité. Et il attend le dernier mot de son parent, de son oncle, de sa tante, de son père, celui qui a financé en fait les études. Donc celui-là doit savoir quel discours tenir pour que cette personne ne vienne pas à craquer littéralement. Pendant ce temps, des pensionnaires de la prison civile de Parakou, eux, obtiennent leur certificat de qualification professionnelle. Lauréats de la session d'octobre 2025, ils ont reçu officiellement leurs attestations au cours d'une cérémonie qui consacre les efforts du gouvernement béninois en faveur de la réinsertion socio-professionnelle des personnes privées de liberté. Gildas Sarigaté et Olviga Vincent. Apprendre un métier pour reconstruire sa vie après la détention. À la prison civile de Parakou, la remise officielle des attestations du certificat de qualification au métier marque une nouvelle étape dans le parcours de réinsertion de plusieurs détenus. Formés dans différents corps de métier, ces 40 lauréats sur les 171 admis disposent désormais d'une reconnaissance officielle de leurs compétences. La formation professionnelle occupe une place essentielle dans le processus de réinsertion, en permettant aux détenus d'acquérir les compétences reconnues et certifiées. Cette cérémonie est donc bien plus qu'une simple remise d'attestation. Elle symbolise l'espoir, le mérite, la persévérance et la volonté de bâtir un avenir meilleur. Pour le ministère de la Justice, offrir une qualification professionnelle aux personnes privées de liberté, c'est leur donner les moyens de retrouver une place utile dans la société une fois leur peine purgée. L'agence pénitentiaire du Bénin, chargée de la mise en œuvre de cette politique, entend poursuivre les efforts afin que davantage de détenus puissent accéder à des formations certifiantes. Depuis 2021, à la faveur du projet de modernisation du système pénitentiaire, l'agence s'est résolument engagée à offrir aux personnes privées de liberté des formations qualifiantes dans des filières porteuses et adaptées aux réalités du marché du travail afin de leur permettre de préparer dans la dignité leur réintégration au sein du tissu social et économique national. Pour le secrétaire général, représentant le préfet du Borgo, les récipiendaires sont désormais appelés à devenir des acteurs du développement local et national. Quant aux bénéficiaires, ces formations représentent bien plus qu'un diplôme. Aurions-nous, bénéficiaires, estimé que c'est notre droit ou notre mérite? Non. C'est plutôt une grâce, une opportunité que la nation nous donne pour nous relancer. Nous sommes juste heureux que c'est en notre temps que tout ceci se passe. Au-delà d'un simple parchemin, ces attestations représentent une seconde chance. Pour ces nouveaux diplômés, elles constituent un passeport vers une réinsertion durable avec l'espoir de reconstruire leur avenir grâce aux compétences acquises. Chaque année, des millions de sachets plastiques utilisés sont abandonnés dans la nature. Ils bouchent les caniveaux, polluent les cours d'eau et mettent des centaines d'années à se dégrader. Pourtant, des alternatives locales existent. Aujourd'hui, journée mondiale sans sachets plastiques, nous sommes allés à la rencontre de quelques artisans qui ont fait le choix de transformer des ressources naturelles en objets utiles du quotidien. Odette Dossou, Igor Ayoso et Falon Kisezono. Dans son atelier, les feuilles de palmier à huile connaissent une seconde vie. Grâce à son savoir-faire, ces feuilles transformées en fibres deviennent des bocaux, des paniers
et différents récipients destinés au stockage ou au transport de produits. C'est des palmiers qui poussent dans les zones humides. Et donc, si on peut partir d'une feuille, transformer ça en tige comme ça, et ensuite réaliser des paniers comme ça, par exemple, on met de l'arachide dedans. Quand on reçoit à la maison, quand on reçoit des amis, nous mettons de l'arachide. Donc, c'est amuse-bouche. L'autre chose, vous avez plusieurs formats. Si vous voulez manger du Hata Tevi, par exemple, vous avez ce format-là. Très pratique. Vous mettez une feuille de bananier dedans. Vous avez votre Hata, votre Tevi et vous avez le piment à côté. Donc vous voyez que ça ne vous salit même pas. Une fois que vous avez fini de manger, la feuille de bananier est jetée. Vous gardez encore votre assiette et vous pouvez lui réutiliser ça autant de fois que vous voulez. Et derrière cette initiative se cache une volonté, celle d'offrir une alternative durable aux emballages plastiques tout en valorisant les produits de la nature. Donc c'est pas du plastique, c'est du matériel qui vient de la nature et c'est écologique. Par exemple, ceci, on peut l'utiliser comme passoire. Vous savez, chez nous, on a tellement de plastique dans la cuisine, alors que ça, vous faites des beignets, vous posez dans votre assiette, vous mettez tous vos beignets dedans. Une fois que c'est prêt, ça y est. Vous videz, vous rincez et vous avez une passoire. Et avoir dans notre cuisine des choses qui ne polluent pas. Et le pire, c'est que dans la passoire en plastique, le fait que ça soit chaud, c'est pas bon pour la santé. C'est le cas aussi dans cet autre atelier. Ici, le raffia est la matière principale utilisée. Réduire les sachets plastiques ne signifie donc pas renoncer à ses habitudes, mais apprendre à les remplacer par des solutions plus durables. Et parfois, ces solutions se trouvent tout simplement dans les richesses que nous offre la nature. De son côté, le ministère des Sports et de l'Engagement civique veut faire des compétitions scolaires un canal de lutte contre les sachets plastiques. Une initiative qui retient particulièrement l'attention en ce 3 juillet, journée mondiale sans sac plastique. Elle a nom projet éco-supporterisme et en attendant sa mise en œuvre, des enseignants et encadrants sportifs sont en formation pour la phase pilote. Reportage à François Auroux et Michael Mouati. Zéro déchet plastique dans les compétitions sportives scolaires au Bénin. C'est l'objectif du présent atelier de formation qui regroupe enseignants et encadrants sportifs. C'est dans le cadre du lancement de la phase pilote du projet éco-supporterisme, un projet mis en œuvre dans 12 établissements scolaires du département de la Libouri. À travers ce projet, nous posons les bases d'une jeunesse plus consciente, d'une jeunesse plus engagée, et d'une jeunesse actrice de son propre développement. Bras opérationnel du projet, l'UNICEF. Cette phase pilote que l'UNICEF se réjouit de soutenir dans les 12 établissements scolaires de la Libouri représente une étape importante. Les expérimentations, les enseignements et les bonnes pratiques qui en découleront pourront inspirer une extension de cette approche à d'autres localités du Bénin. Et nous pouvons vous assurer de notre total soutien et de notre disponibilité à contribuer à la réussite de cette phase pilote. De la réussite de la phase pilote de ce projet dépendra l'extension du projet éco-supporterisme sur toute l'étendue du territoire national. Dans le reste de l'actualité, le 15 juillet prochain, c'est la grande finale du concours Les Nouveaux Chefs organisé par Eurocam, Bénin Tourisme et l'USDEV. Il réunit les meilleurs talents de la gastronomie béninoise et entend promouvoir les saveurs locales tout en renforçant l'attractivité de la destination Bénin. Les précisions avec Lenaï Kagwazao. De véritables cordons bleus qui s'affrontent. Chaque concurrent rivalise d'ingéniosité pour démontrer sa maîtrise de l'art culinaire. La spécificité, mettre en vedette un plat typiquement béninois. Le concept est baptisé Les Nouveaux Chefs et s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la destination Bénin. L'initiative est portée par Eurocham, la Chambre de commerce et d'industrie Europe Bénin. Nous avons eu ces 24 jeunes venant donc des 12 départements. Ça, c'est vraiment une nouveauté pour cette édition 2026. Une remise à niveau de 15 jours. Il y a eu des épreuves écrites, théoriques et pratiques. Les 12 meilleurs jeunes sont partis à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'immersion en entreprise. Nous avons organisé des demi-finales
Ces jeunes ont dû élaborer un menu entrée, plat, dessert pour un jury de 7 personnes. Et à l'issue de ces demi-finales, les 3 meilleurs établissements, et donc les 6 meilleurs jeunes, ont été sélectionnés pour la phase suivante. Précisé, les jeunes étaient en binôme, un garçon et une fille, à partir de la deuxième étape. Ils reviennent pendant 2 semaines au sein de leur restaurant pour préparer la finale. La finale qui se déroulera cette fois-ci en direct et en public. Professionnaliser les jeunes talents de la restauration et de l'hôtellerie, renforcer leur employabilité et leur insertion professionnelle. La démarche bénéficie du soutien financier de l'agence Bénin Tourisme et de LuxDev, la coopération luxembourgeoise. Nous sommes une destination dont la tagline est Bénin, un monde de splendeur. Mais ce que nous souhaitons également, c'est que les touristes qui viennent au Bénin découvrent et partent un peu avec une part du Bénin. Et nous estimons que l'art culinaire, la gastronomie, fait partie de ces types d'art que la plupart des destinations d'ailleurs mettent en avant pour révéler leur patrimoine, pour révéler un peu de leur histoire, de leur culture. En ce qui nous concerne, nous, Luxembourg, voilà, l'initiative, elle s'inscrit dans le projet École des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. C'est un projet qui est financé par le Luxembourg à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Je n'ai pas peur parce que je sais que je donnerai le meilleur de moi-même. Du moment où j'apprends, je fais des recherches, on continue. Au-delà des candidats suivis par des professionnels chevronnés, ce sont les centres de formation qui sont aussi mis en exergue. Avec les nouveaux chefs, c'est le Bénin qui rayonne à travers la créativité de ses talents et la richesse de sa cuisine. Les plus jeunes ne l'ont peut-être pas connue, pourtant elle a longtemps servi à la saisie des tests avant d'être remplacée par l'ordinateur. Aujourd'hui, la machine à écrire continue d'être utilisée dans une mince proportion pour des besoins spécifiques. C'est du moins ce que nous confesse un mécanographe rencontré à Cotonou qui nous plonge dans l'univers de cet outil qui vit peut-être ces derniers jours. Lenek Agbazaou et Mathieu Dibeglo. Elle a marqué son temps, immortalisé des pensées et saisi d'innombrables courriers, documents administratifs et épreuves scolaires. Avec la révolution numérique, la machine à écrire appartient désormais à une espèce en voie de disparition. Innocent est mécanographe. Fort de 35 ans de métier, le sexagénaire passe ses journées à redonner une seconde jeunesse à ces appareils que beaucoup qualifient de surannés. S'il s'y accroche, c'est tout simplement parce qu'il continue d'être sollicité. Il y a des gens qui continuent de faire des commandes, des frappes, c'est-à-dire des documents avec la machine mécanique, comme les conventions de vente, les préavis de maison, de location. D'autres font des lettres à des amis. Coincé dans son univers, aux allures de quincaillerie d'un type particulier, ce passionné reçoit régulièrement une clientèle issue du monde scolaire. Ceux qui amènent ces machines en réparation chez moi, c'est des élèves de lycée ou bien de cours privés. Il y a aussi d'autres professeurs. C'est ceux qui font les cours de G1 et de G2. Même s'il s'est adapté à l'évolution du numérique en réparant d'autres types d'équipements, il en est convaincu. La machine à écrire a encore de beaux jours devant elle. Il y a le numérique qui gagne le terrain. Mais je ne suis pas sûr que ces machines peuvent disparaître très tôt. Puisque jusque-là, on voit toujours des machines venues de l'Europe dans nos ports que les gens utilisent. Il y a d'autres même qui amènent ça vers le Niger pour les écoles. Si pour certains, elle n'est plus qu'un objet de musée, les nostalgiques, les passionnés et ceux qui l'utilisent à des fins spécifiques y voient encore un instrument d'une grande utilité.
Allons à présent dans l'univers de la bande dessinée avec une œuvre qui retrace le parcours des trésors royaux de l'exil à leur retour hautement symbolique. Intitulée Dokun, l'œuvre porte le travail des illustrateurs entre récits historiques et regards documentaires. Retour sur son lancement officiel avec Saint-Tiche Quimpon et Belvida Attali. Le rouge, une couleur qui interpelle, qui captive, mais qui ne doit rien au hasard. Sur cette couverture, elle évoque le sang, les blessures de l'histoire, mais aussi l'urgence de se souvenir. Dokun, une bande dessinée qui ne raconte pas seulement une histoire, elle réveille une mémoire. Je retiens déjà une volonté de vouloir mettre en avant tout ce qui est patrimoine béninois à travers les mains d'artistes béninois. Ça m'a vraiment passionnée de voir un auteur qui parle de tout ce qui est art, restitution des arts royaux. À travers ces planches, l'auteur Constantin nous entraîne sur les traces des trésors royaux du Bénin. Ces œuvres d'art, arrachées à leur terre d'origine, ont longtemps vécu loin de leur peuple. Ici, chaque dessin devient une fenêtre ouverte sur cet exil, chaque page un pas vers la compréhension de notre patrimoine. Une partie importante de notre histoire, c'est une bande dessinée que j'appelle bande dessinée documentaire, parce que c'est une bande dessinée qui contient, des informations liées à l'histoire, mais aussi beaucoup de documentation, des pages de journaux de l'époque, des images d'archives et autres. Le fait d'avoir toutes ces cultures générales-là de manière animée, cela nous intéresse. Entre fiction et documentaire, Dokun réussit un pari audacieux, rendre accessible une page complexe de l'histoire. Les illustrations donnent vie aux faits, tandis que les explications permettent aux lecteurs, jeunes ou adultes, de mieux saisir les enjeux de la restitution des biens culturels. Dans cette BD, porte réellement, correctement même, je vais dire son nom, Dokun trésor, Dokun richesse. Ça parle de nos trésors royaux, de leur départ, de leur séjour à l'extérieur et de leur retour. Le fait qu'il ait pensé à animer ces trésors-là nous permet de réellement savoir l'impact significatif que ça a eu sur nous et que ça aura sur cette jeunesse et même sur l'âge mature. Au-delà de ses couleurs et de son esthétique, Dokun rappelle une évidence. Les trésors royaux ne sont pas de simples objets. Ils portent l'âme d'un peuple, racontent son histoire et témoignent de son identité. Une mémoire que cette bande dessinée remet entre les mains de ceux à qui il appartient, les lecteurs. Et dans l'actualité sportive, les valeurs de l'olympisme étaient à l'honneur. Jeux olympiques 2026 à Avrancourt s'est placé au cœur de la promotion des valeurs sportives. Un événement consacré à l'excellence, au respect et à l'esprit d'équipe à découvrir dans ce reportage de Blaise Adampo. Pendant 2 jours, Avrancourt a vécu au rythme de l'olympisme. Plus qu'une simple célébration sportive, la journée olympique 2026 a été un moment de partage, d'éducation et de promotion des valeurs universelles du sport. Autorités locales et acteurs du mouvement sportif se retrouvent autour d'un même idéal, promouvoir l'excellence, l'amitié et le respect. La marche sportive a aussi donné le ton. Du carrefour Avrancourt au stade Omnisport, en passant par la mairie et le CG1, sportifs, élèves, encadreurs et population marchent ensemble pour symboliser l'unité et la fraternité. L'un des principes importants du Jeux olympiques, c'est de bouger. Et nous avons bougé suivant l'itinéraire que vous avez suivi avant d'être au stade Omnisport. Au terme de cette randonnée, sport collectif, disciplines individuelles et activités de loisirs mobilise participants et spectateurs. Si j'étais seule dans les rues d'Avrancourt en train de faire la marche, ça n'aurait aucun sens. Avrancourt est la toute première commune à nous présenter une telle mobilisation autour de cette journée. Pendant 48 heures, Avrancourt aura été le cœur battant du mouvement olympique béninois. Une célébration réussie où le sport, bien au-delà des performances, aura une nouvelle fois joué son plus beau rôle, celui de rassembler.
Après avoir dominé le Niger dès leur entrée en lice, les Guépards du Bénin avaient à cœur de confirmer place à la Guinée. Mission accomplie et avec la manière solide, efficace, les Béninois se sont emparés de la tête du classement de la Coupe d'Afrique de rugby Zone B. Bernol Djogbe et Blaise Adampo nous racontent cette victoire. 2, 3, 1. Ils avaient annoncé leurs ambitions. Ils les ont confirmées sur le terrain. Pour leur deuxième sortie à la Coupe d'Afrique de rugby Zone B, les Guépards du Bénin n'ont laissé aucune chance à la Guinée, balayés sur le score sans appel de 38-0. La première période était un véritable récital. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Béninois imposent leur rythme dès les premières minutes. En l'absence d'Abdoulaye Kaba, laissé sur le banc au coup d'envoi, Pierre Sosounon se charge de lancer les hostilités avec un premier essai. La machine béninoise est alors lancée. Je crois, match passé, je n'étais pas dans les normes, en jambes. J'avais promis à l'équipe de marquer jusqu'à 4 essais, ce que je n'ai pas pu faire. Bertrand Adonon et Marius Kokouvi participent eux aussi à la fête offensive. Face aux perches, Arnold Togboué se montre particulièrement inspiré avec 4 transformations réussies sur 6 tentatives. À la pause, le Bénin mène largement 26 points à 0. Et j'ai raté quelques-uns, mais j'ai essayé de mettre ce que je peux. Au retour des vestiaires, la Guinée tente de réagir, mais les Guépards restent solides défensivement et continuent de faire parler leur puissance collective. 2 nouveaux essais et une transformation viennent définitivement sceller le sort de la rencontre. Score final, 38-0. Une victoire nette, sans contestation. Le match contre le Niger, on voulait faire plus que ça, mais bon, on s'est un peu rattrapé sur ce match et je suis content pour mes gars et nous allons la célébrer dès ce soir avec tout le staff et tout. Il reste encore, c'est quand j'aurai le trophée en main, là je pourrais même en joie, mais je promets le Bénin le trophée. Donc pour le moment, il nous reste 2 matchs. Donc ce que j'ai dit, j'attends le 3e match. Sinon pour le moment, les joueurs ils ont respecté mes consignes et puis ça va. 2 matchs, 2 victoires et un bonus offensif à la clé. Le Bénin prend désormais les commandes du classement de cette Coupe d'Afrique de rugby Zone B et confirme sa montée en puissance sur la scène sous-régionale. Tous les pays que nous venons de rencontrer, c'est des pays quand même de rugby. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'hier. Prochain défi pour les Guépards, les éperviers du Togo. Un rendez-vous prévu le dimanche 5 juillet à 17h, heure de Bamako, 18h de Cotonou, avec l'ambition de poursuivre ce parcours presque parfait. Et à la suite de ce journal, la série The River. À 14h, magazine L'Islam en partage. À 15h30, divertissement. Le Trône. 16h, documentaire. Être connecté peut nuire gravement à la santé. À 20h, le journal télévisé, édition unique. À partir de 22h, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match entre l'Argentine et le Cap-Vert à 23h. Merci de votre aimable attention.